Donc, la prochaine conférence, ça va être sur la protection à long terme des personnes vulnérables aux moyens de fiducie. On a la chance là, d'avoir Maître Fréchette, qui est un notaire émérite, et associé senior de l'étude Hogg Fortier Fréchette. Euh, Grande expérience en matière de personnes avec handicap ou des situations un peu familiales là, avec difficulté. Donc, il va venir nous faire une présentation là, pratique là, au niveau de son approche là, dans des situations où on a des personnes vulnérables. Alors, évidemment, je vais essayer de vous donner quelques bonnes nouvelles, parce que quand on entend tout ce qui se passe, c'est souvent un petit peu déconcertant. Alors, ma pratique est spécialisée auprès des parents d'enfants handicapés. C'est 80% de mes clients qui viennent me voir. Et évidemment, ça nous amène toujours certaines réalités où on a à se questionner parce que les gens arrivent avec certaines idées préconçues, veulent éviter des problèmes avec l'aide sociale. Bien souvent, c'est ce qui va nous ressortir le plus. Vont être dans un contexte où leur enfant est dépendant d'eux et là, ils cherchent un endroit où il va demeurer. Ils ont des sommes d'argent qui vont accumuler, mais ils ne savent pas trop de quelle façon gérer les choses. Et à partir de ça, ben, on a à faire une analyse et il n'y a pas de réponse toute faite. Alors, bien souvent, la fiducie va être celle qui va répondre le mieux, mais il y a des situations où on va y aller autrement, de sorte que dans des options, souvent la première que je déconseille, déshériter l'enfant vulnérable pour le léguer à une autre personne, tout simplement, qui aura la responsabilité de s'en occuper. On est en 2024 et on a encore aujourd'hui des gens qui nous arrivent avec une solution comme celle-là, en se disant qu'on va laisser à nos autres enfants, puis ils vont voir à s'en occuper, sans prendre pour considération qu'il va y avoir de l'impôt supplémentaire, qu'il va y avoir toute la question au niveau matrimonial à gérer, au niveau des responsabilités, au niveau de les risques qui sont aussi liés avec le fait qu'on se retrouve avec des sommes d'argent, une personne peut faire faillite ou autrement. Et ultimement, c'est pelleter le problème dans la cour de l'autre qui va se retrouver à avoir à gérer dans son mandat de protection ou dans son propre testament pour venir régulariser les choses. L'achat d'une rente viagère aussi est quelque chose qui va être envisagé. C'est intéressant parce qu'il n'y a évidemment pas de coût de gestion. Une fois qu'on a acheté notre rente, on sait que l'enfant va recevoir le montant. Quand on arrive avec les mesures sociales, c'est habituellement pas problématique. L'inconvénient majeur de la rente viagère, c'est essentiellement le manque de souplesse. Alors, on se retrouve avec un montant fixe calculé avec une période où on ne sait pas quel sera le taux, le montant qu'on va nous donner de rente au moment du décès et quels seront les besoins exacts que l'enfant va pouvoir avoir à ce moment-là. Alors, bien entendu, pour des petits montants, ça peut être quelque chose qui soit à regarder, mais ce n'est pas la solution idéale. On aura toute la question des legs, des régimes de revenus différés, avec ou sans effet de roulement. Alors, bien entendu, quand on est dans un contexte où l'enfant est une personne handicapée, qui a son crédit d'impôt de personne handicapée qui est à charge, on le verra tout à l'heure, il y a des possibilités de roulement fiscaux. Il y a une réflexion qui est à faire par rapport à ça. Quelle est la façon qu'on va faire le roulement en conséquence? Est-ce qu'on va l'envoyer dans les REER de l'enfant? Est-ce qu'on va les envoyer dans son régime enregistré d'épargne invalidité? Ou la possibilité d'envisager d'avoir une fiducie de prestation à vie. Alors, une bébite rare que j'aimerais peut-être m'adresser un petit peu à vous pour vous présenter parce que c'est quelque chose qui est somme toute assez intéressant, mais fort méconnu. Et il y a des règles très spécifiques à connaître pour bien bâtir notre document adéquatement. Et bien entendu, on va parler de la fiducie de type Hanson, donc la fiducie discrétionnaire. Encore une fois, il y a des choses qui sont à connaître par rapport à ce type de fiducie qui est devenu beaucoup plus populaire. Quand j'ai commencé à donner des conférences en 96, je pense que je parlais martien. Il n'y a personne qui comprenait qu'est-ce que c'était. On me disait que les fiducies Hanson, c'était de droit ontarien, puis c'était pas applicable, alors que force est d'admettre qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est permise et qui répond, somme toute, assez bien aux choses. Alors, juste avant, il y a une petite slide qu'on ne voit pas, on verra tout à l'heure. Quand on parle de la fiducie Hanson, alors, il est important de savoir qu'il y a 3 jugements importants qui sont les jugements clés et je ne me gêne pas d'y référer dans les testaments à l'intérieur de mes clauses d'affectation.
On parle du fameux jugement Ontario Minister of Community and Social Services contre Henson, le fameux jugement Henson de la Cour d'appel d'Ontario de 1989. Le Québec curateur public contre la succession AN. Alors, il y a des gens du curateur public qui sont ici aujourd'hui et qui ont adapté toute leur approche à la suite de ce jugement-là, qui est venu apporter certaines précisions sur l'approche un peu québécisée, le principe Henson, et finalement le SA contre Metro Vancouver Housing Corp, qui est le jugement de la Cour suprême de 2019, qui a tout simplement rendu possible à travers tout le pays reconnaître le principe de la fiducie Henson. Il y a quand même des nuances qui sont à apporter. Alors, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'une fiducie Henson, alors on parle d'une fiducie qui est totalement discrétionnaire. C'est une fiducie qui va être créée habituellement par voie testamentaire et les parents vont tout simplement mettre en place une structure dont l'enfant qui est vulnérable va être le bénéficiaire et les fiduciaires auront la totale discrétion de déterminer où, quand, combien, pourquoi et comment on va dépenser des sommes d'argent pour l'enfant. Cette structure-là a évidemment été challengée au niveau des autorités de l'aide sociale ontarienne dans les années 80. Les tribunaux sont venus confirmer que le patrimoine qui est dans une fiducie n'appartient pas aux bénéficiaires. C'est vraiment un patrimoine qui est distinct, donc c'est le bénéficiaire qui est propriétaire de ces biens-là. Et parce qu'il n'est pas le propriétaire des biens et qu'il n'en a pas la possibilité de dicter qu'est-ce qu'on va faire avec les sommes, à ce moment-là, on ne pouvait pas venir pénaliser ou retirer les montants de prestations que l'enfant pouvait être appelé à recevoir. Évidemment, dans la pratique, c'est un petit peu plus compliqué. On peut avoir comme réflexe de dire, comme une fiducie habituelle, qu'on va remettre les revenus ou qu'on va remettre le capital ou qu'on va favoriser un côté financier ou un côté fiscal. Alors, vous comprendrez que tout ce qui est de rédaction au niveau de l'affectation va prendre son importance et on ne saurait trop dire plus qu'une fois que la discrétion qui est donnée aux fiduciaires, elle est avec quand même certaines directions. On verra cet après-midi une conférence de Maître Barry qui va parler des limites du pouvoir discrétionnaire. Bien, je peux vous dire que même si une fiducie elle est totalement discrétionnaire, les fiduciaires ont quand même une responsabilité de s'assurer d'agir dans le meilleur intérêt du bénéficiaire. Or, parfois, ça peut nous placer dans une drôle de posture parce qu'on va avoir à se demander si on va verser un montant ou si on va payer une facture et si le fait de faire ce geste-là va avoir des conséquences autres que ce soit au niveau de l'imposition qu'on va faire entre les mains de l'enfant ou éventuellement de se questionner si on veut absolument maintenir le programme de solidarité sociale. Parce que la solidarité sociale, ce n'est pas une fin en soi, c'est évidemment un seuil qui est intéressant à voir. Dans la décision du curateur public contre la succession AN, qui est arrivée en 2014, on était dans une situation où le curateur public a joué sa responsabilité. Il était le curateur de l'enfant et donc a fait les démarches pour aller obtenir tous les droits que l'enfant pouvait avoir comme bénéficiaire et donc a demandé à la Cour d'interpréter la notion de discrétion du principe d'Hanson pour venir dire qu'essentiellement, on se devait minimalement de couvrir les besoins que l'enfant pouvait avoir au-delà de l'aide sociale. Donc, de se dire, nous, on aimerait être capable de prendre des montants d'argent, lui verser, et évidemment, ça pouvait avoir une conséquence au niveau du programme de solidarité sociale. Le testament était rédigé de manière à ce que l'intention du testateur était claire. La mère voulait absolument protéger son enfant et voulait que les sommes d'argent s'ajoutent à ce qu'elle pouvait recevoir. Et c'est ce que le tribunal est venu préciser, notamment en indiquant que les droits de l'enfant dans une fiducie discrétionnaire, ce sont des droits personnels et non pas des droits réels. Et partant de ça, c'était l'espoir éventuellement que les fiduciaires étaient pour lui verser des montants. Alors, de là, on ne pouvait pas forcer les fiduciaires à venir verser les sommes à l'enfant ou pas. Encore une fois, comme rédacteur, bien, ça nous amène à l'importance de venir donner une lettre d'instruction ou ce que j'ai appelé un mandat humain, où on va préciser les valeurs, les intentions que les parents peuvent avoir, de venir préciser exactement dans quelle situation on souhaite que ça puisse être fait.
Et je vous donne un exemple très simple. Si je transfère un montant d'argent dans une fiducie, un demi-million ou 1 million de dollars, et que les revenus sont suffisants pour permettre de répondre aux besoins de l'enfant, est-ce qu'on a vraiment besoin de transférer autant d'argent dans la fiducie si on a plusieurs enfants? Mais la question, elle se pose. Est-ce qu'on devrait être toujours avec des parts égales? De sorte que l'objectif, c'est beaucoup plus de s'arrêter à déterminer les besoins de l'enfant et par la suite estimer le montant qu'il pourrait y avoir. De fait, on pourrait à ce moment-là décider d'empiéter sur le capital pour réduire la valeur de la fiducie. Pourquoi bloquer 1 million de dollars pour les 40, 50, 60 prochaines années, l'âge de l'enfant, de son espérance de vie, alors qu'on pourrait arriver avec des rendements qui permettent de répondre à ses besoins et possiblement avoir une somme moindre. Si je n'ai pas une précision en termes de rédaction qui vient clairement indiquer l'intention que le testateur peut avoir qu'on puisse empiéter sur le capital, voire réduire considérablement le capital au bénéfice de l'enfant, bien, notre fiduciaire est pris avec son devoir d'impartialité où il doit à la fois protéger les bénéficiaires de deuxième ordre et les bénéficiaires de premier ordre, et il ne pourrait pas le faire. Et je vais un petit peu plus loin, même dans un cas où on permet de pouvoir le faire et qu'on retire le pouvoir de l'obligation d'impartialité, comment puis-je, moi, comme fiduciaire, arriver à bien justifier le fait que je réduise considérablement le montant de capital dans la structure de fiducie si je n'ai pas eu des instructions claires qui me permettent d'aller dans ce sens-là? Et ça fait toute la différence en termes de planification lorsqu'on a à déterminer exactement le montant qui est à y avoir. Je ne vous dis pas que les parents, on n'arrivera pas avec eux à rajouter un buffer pour les sécuriser, mais le fait de réévaluer ponctuellement la situation fait en sorte que ça peut faire quand même une différence. Finalement, la décision de la Cour suprême qui est venue confirmer les principes d'Hanson, bien entendu, jusque-là, il n'y a pas de problème, on est bien d'accord, sauf que la Cour est allée un petit peu plus loin. La situation qui se présentait dans ce cas, c'est une dame qui demeurait dans l'équivalent d'un HLM à Vancouver et elle voulait obtenir des subventions pour la réduction de loyer. Elle pouvait y avoir accès, mais la Cour voulait, pas la Cour, mais l'organisme paramunicipal voulait considérer le patrimoine qui était dans la fiducie. Et la Cour est venue dire qu'au fond, la situation s'appliquait de façon plus élargie et que son droit était couvert, même dans une situation où on était avec un organisme paragouvernemental. Alors pour nous, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Bien, c'est de rassurer encore une fois des parents qui ont un enfant qui pourrait penser éventuellement aller demeurer dans la maison sous l'égide d'une fondation. Pensez à la fondation Véro et Louis, là, que tout le monde connaît. Alors, l'enfant ne pourrait pas se retrouver à être pénalisé du fait qu'il est bénéficiaire d'une fiducie discrétionnaire, parce que le patrimoine n'est pas son patrimoine et il n'y a pas de droit sur le patrimoine. Donc, il ne pourrait pas forcer les fiduciaires à lui donner des montants d'argent d'une façon quelconque. La loi sur l'aide aux personnes et aux familles a eu quand même certains changements dans la dernière année qui sont importants de connaître. Souvent, quand on parle de cette loi-là, on parle de l'aide sociale, alors que ça renferme 3 programmes. Il y a le programme d'aide sociale, donc une personne qui est apte au travail et donc qu'on va essayer de l'amener à retourner sur le marché de l'emploi, qui aura des conditions qui vont, somme toute, être assez strictes. La personne va se retrouver à recevoir à peu près 10 000 plus ou moins de montant de 9 000 et quelques dollars de prestations, mais elle ne pourra pas recevoir une somme en héritage. Donc, il faut s'assurer que la démarche qui pourrait être nécessaire pour passer dans le deuxième programme, qui est le programme de solidarité sociale, donc lorsqu'on a une contrainte sévère, soit mise en place. Ça semble être naturel quand on y pense, mais vous seriez surpris de constater qu'il y a un nombre de parents qui ne font pas cette démarche-là parce qu'ils prennent pour, comme si c'était eux qui allaient chercher de la solidarité sociale et ils projettent, dans le fond, la situation d'inéligibilité ou parce que l'enfant n'a pas de médecin, bien, ils ne vont pas chercher le document médical qui fait qu'on fait le saut. Il faut comprendre que le programme de solidarité sociale, les sommes sont somme toute beaucoup plus élevées. On parle de 14 500 $ par année pour une personne seule et la possibilité de recevoir quand même des montants d'argent
plus substantielles. Donc, le principe, il est d'avoir des problèmes de santé graves qui limitent les possibilités de travailler et qui concernent autant la situation physique ou mentale de la personne. Et il faut que ça soit constaté par un médecin. La démarche est somme toute relativement facile à être faite, mais il faut comprendre que la personne a la possibilité de recevoir un héritage lorsqu'elle est sur le programme de solidarité sociale. Il y a toutefois un plafond de 269 092 $. Alors, le montant il est indexé à chaque 1er janvier. C'est les résultats de la dernière réforme de 2018 qui sont entrés en vigueur en 2023. Et ce qui fait que le montant est exclu du calcul et par la suite, si on excède le montant, à ce moment-là, il y a un pourcentage de l'excédent qui va être pénalisé. Une personne pourrait donc être tentée de dire, je vais léguer 250 000 $ à mon enfant directement. De cette façon-là, on est en dessous du seuil et il ne serait pas pénalisé. Par contre, il faut savoir qu'il y a une règle qui permet d'avoir seulement une transformation du bien. Donc, si j'ai un montant qui provient d'une succession de 250 000 que je donne à l'enfant, l'enfant fait l'achat d'un véhicule, parce qu'il est capable d'avoir un véhicule, ou il a besoin d'un véhicule. Il achète un véhicule, il a ce véhicule pendant 3-4 ans, vend le véhicule pour en acheter un plus récent. Le fait de vendre le véhicule et d'en racheter un autre, c'est considéré comme une deuxième transformation et à partir de ce moment-là, ne fait plus partie de l'exception dans le calcul de ce qui est fait de ce à quoi il a droit d'avoir. Donc, c'est souvent un obstacle de laisser des biens directement d'une succession à un enfant. Évidemment, si tu as 57-58 ans, il te reste à peine quelques années de solidarité sociale, c'est une chose, mais quelqu'un qui est plus jeune, un parent qui voudrait léguer à un enfant que dans le début vingtaine, on aurait possiblement une problématique. L'autre chose, c'est qu'il y a un montant maximum de revenus qui peut être reçu mensuellement de 950 $. Alors, encore une fois, si on fait un placement avec le 250 000 et qu'on excède le montant mensuel, à ce moment-là, l'enfant serait pénalisé sur les sommes qui excéderaient ce montant-là. Le nouveau programme de revenus de base qui est arrivé en 1er janvier 2023 est venu quand même faire une petite révolution au niveau de cette loi-là. Le principe, c'est que le législateur a convenu qu'il y avait une partie des gens qui avaient une contrainte sévère qui était une contrainte temporaire. Alors, il faut savoir que les gens qui ont une contrainte sévère à l'emploi, 40 % de ces personnes-là, c'est une contrainte qui est de moins de 24 mois. Quelqu'un qui a un cancer, quelqu'un qui a une dépression, qui n'est pas capable de travailler. Et donc, 40 % durent moins de 24 mois. Le législateur est venu préciser que si une personne avait une contrainte sévère qui excédait 66 mois, donc 5 ans et demi, et là on dit 66 sur 72 mois, il pourrait arriver que j'ai une personne qui, un mois donné, ne se qualifiait pas, mais pour autant qu'il ait un total de 66 sur 72 mois, on serait correct. J'ai un client l'an passé qui est autiste, qui s'est fait arrêter, qui a fait un mois de prison. Ce mois-là, il n'a pas reçu de solidarité sociale. Mais compte tenu qu'on est à l'intérieur de notre 66-72 mois, on était correct. À partir du moment où on excède cette période-là, soudainement, le montant vient augmenter. Et là, plutôt que de voir à peu près 15 000 $, on se retrouve à augmenter considérablement les montants pour atteindre 18 000, presque 19 000 $ pour, attendez, je vais vous donner le montant exact, 18 576 $ par année. Donc, il y a 1 273 par mois qui est le montant de base, plus un supplément qui est versé. Mais plus intéressant encore, on permet pour une personne qui a une contrainte sévère de pouvoir travailler et avoir des revenus qui puissent s'ajouter à ces montants de prestations. Et là, on parle de 15 276 $ par année, ce qui est quand même pas peu banal. La vérification qui est faite par la Solidarité sociale, ils ont accepté de faire une vérification une fois par année à la production du rapport d'impôt annuel. Vous seriez surpris encore une fois de constater combien il y a de gens qui, compte tenu qu'ils reçoivent la Solidarité sociale, ne faisaient pas de déclaration d'impôt personnel en se disant « je suis en bas des déductions de base ».
Là, le gouvernement a voulu s'assurer que les gens produisent leur déclaration de revenus et c'est la façon qu'ils vont venir vérifier. Si la personne excède le montant de 15 276, l'année suivante, on va venir pénaliser d'un petit pourcentage les sommes de revenus additionnels que la personne va faire, à savoir 55 sous par dollar supplémentaire. Ce qui veut dire qu'une personne pourrait se retrouver à travailler dans un Tim Hortons, être au salaire minimum, faire une vingtaine de milliers de dollars par année. Ça s'ajouterait à son montant de programme de revenus de base. Et ultimement, on viendrait pénaliser ce qui excède 15 000 pour un petit pourcentage. Mais avant de ne plus avoir du tout de programme de revenus de base, on serait quand même dans un contexte où la personne pourrait avoir facilement une trentaine de milliers de dollars. Dans les montants de revenus qui peuvent être gagnés, ça comprend les revenus qui vont provenir de la Régie des rentes du Québec, une rente d'invalidité, ou des montants qui vont provenir d'un accident de voiture, ou des montants qui vont provenir de rendements quelconques. Donc, quand la fiducie va attribuer des montants de revenus, bien, on sait que les montants pourront être taxés entre les mains du bénéficiaire sans que ça vienne venir créer une problématique parce qu'on va aller chercher une déduction. Et au niveau des prestations, ça ne devrait pas non plus créer un problème. La personne, dorénavant, peut avoir jusqu'à 1,5 million d'actifs total qu'elle va posséder. Vous vous rappelez tout à l'heure, je disais qu'elle pouvait hériter 269 000. Maintenant, il faut comprendre que le 500 000 ne comprend pas le montant qui provient du REEI. Donc, si un enfant accumule des sommes dans un REI, on peut contribuer jusqu'à 200 000 obtenir les montants de subvention, etc., ou faire des roulements ou autres. Le 200 000 ou plus de REI ne sera jamais pris en considération dans le 500 000. Il sera pris en considération seulement au moment où on va faire les retraits. À partir du moment où, après 48 ans, on va commencer à retirer faire des retraits dans la rente qui va provenir du REI. À ce moment-là, on va faire le calcul de ce montant-là à même le 1 273 $. Mais tant qu'on est en phase d'accumulation, il n'y a pas d'enjeu. Si on excède 500 000 $, à ce moment-là, il y a un montant de 10 de chaque dollar supplémentaire qui va être pénalisé. Et on ne perd pas l'entièreté du montant. Du 500 000 $, il faut par ailleurs comprendre que ça ne comprend pas la détention d'un immeuble. Donc, si un enfant était propriétaire d'un condo, il pourrait l'avoir, ce condo-là, s'il l'occupe. Mais il ne pourrait pas avoir un triplex et avoir des locataires parce que ça serait considéré comme pas seulement sa portion à lui. Je vous rappelle que le patrimoine de la fiducie n'est pas le patrimoine du bénéficiaire. Donc, l'utilisation d'une fiducie nous permet de pouvoir inclure des sommes beaucoup plus importantes que 500 000 $. Je pourrais très bien avoir 1 million de dollars dans la fiducie et ça ne comptera pas dans le calcul du 500 000 $ que l'enfant va avoir. Tout ce qu'on va considérer, c'est les montants de remise qui éventuellement seront faits par la fiducie qu'on comptabilisera au fil du temps. Mais ça ne devrait pas être un obstacle trop grand. Le problème qu'on rencontre, c'est que dans la loi, il y a eu une problématique malgré les représentations qui ont été faites au ministère à l'époque. Le 66-72 mois, vous comprenez que lorsqu'on a un enfant qui est inapte et qui atteint la majorité, quand il va faire sa demande de solidarité sociale, le programme de revenus de base ne sera pas accessible puisque même s'il est avec une contrainte qu'on sait qui sera permanente, bien, il faut attendre le 66 mois. Donc, ça veut dire qu'éventuellement, si j'avais un héritier qui a 18 ans, bien, on aura intérêt à aller chercher la solidarité sociale le plus rapidement possible pour commencer à accumuler le 66 mois, de sorte qu'on puisse le passer dans le nouveau programme de revenus de base. Ça a pour conséquence que lorsque les enfants terminent leur parcours scolaire à 21 ans, qui vont commencer à travailler, bien, dans le programme de solidarité sociale, toute somme qui excède 200 $ de revenus est pénalisée. Donc, il y a une période de temps qui est encore charnière pour laquelle on a à avoir des mesures peut-être particulières et s'assurer que nos fiduciaires vont comprendre ça pour que dans la façon qu'ils vont soutenir l'enfant, qu'ils puissent y aller avec des montants peut-être plus importants pour combler le manque à gagner qu'il pouvait y avoir. Pourquoi la solidarité sociale a son importance? Parce que souvent, ça va être non seulement le chèque,
mais tous les services et l'accès qu'on va aller chercher pour différents programmes. Et c'est un coussin de sécurité pour les parents que de savoir qu'on puisse avoir ça. La fiducie Hanson ne cause pas de problème, on est capable de le faire. Maintenant, il ne faut pas seulement regarder le côté juridique ou le côté administratif, il y a tout l'aspect fiscal qui entre en jeu. Et là, c'est là que, bon, celui-là qui n'avait pas bonne place. Alors, ce qui fait que c'est toute l'idée d'aller chercher le crédit d'impôt de personnes handicapées. Actuellement, les études sénatoriales indiquent que 40 des Canadiens qui y ont droit ne sont pas allés le chercher. Au Québec, spécifiquement, on parle de 175 000, à peu près 175 000 Québécois qui y ont droit, qui n'ont pas été chercher leur crédit d'impôt de personnes handicapées, ce qui veut dire que c'est un manque à gagner en crédit de 1,2 milliard par année au Québec qui se perd. C'est une aberration. Ce crédit-là n'est pas si compliqué à obtenir et c'est la porte d'entrée pour une série de programmes qu'on va pouvoir avoir. On pense par exemple au REI, donc le régime enregistré d'épargne invalidité. On a besoin d'avoir ce crédit pour pouvoir y avoir accès. Et même si un parent n'investissait pas de somme dans le REI, le simple fait de l'ouvrir, le gouvernement va verser le Bon canadien d'épargne d'invalidité de 1 000 $ par année automatiquement. Et en l'ouvrant, ils vont vérifier, ils vont dire « Ah, on va reculer 10 ans en arrière, on va vous envoyer un chèque de 10 000 ». Et donc, on peut aller chercher jusqu'à 20 000 $ de cette façon-là. Ça ouvre la porte également pour le supplément pour personnes handicapées de l'allocation canadienne pour travailleurs ou pour la prestation pour enfants handicapés. C'est quand même quelque chose qui est important. Et également le crédit d'impôt de rénovation d'habitation multigénérationnelle. Quand on pense à des personnes handicapées, on va souvent penser à une personne qui est en fauteuil roulant. Pourtant, mon père qui a reçu un diagnostic d'Alzheimer se qualifie. On est allé chercher le crédit. Bien, le crédit en question, c'est quand même 9 400 $ de crédit qu'on a pu appliquer sur ses revenus et de cette façon-là, donner accès à ça, ce que normalement on n'aurait peut-être pas pensé faire pour obtenir. J'indiquais qu'on pouvait reculer 10 ans en arrière. Le montant n'est pas remboursable, mais c'est un montant qui est transférable. Dans la mesure où j'ai un enfant qui reçoit de la prestation de solidarité sociale ou le programme de revenu de base, il n'y aura possiblement pas d'impôt à payer. Alors, il va se retrouver en dessous des seuils de déduction de base. Et le crédit, étant donné qu'il n'est pas remboursable, bien, ça serait un crédit qui est perdu. Maintenant, si l'enfant demeure chez ses parents, automatiquement, eux vont pouvoir se qualifier. Ou si les parents subviennent à ses besoins. Et encore là, le ministère demande d'avoir une certaine démonstration qui soit faite, que les parents vont voir payer pour des vacances ou pour le restaurant ou pour la nourriture ou pour aider l'enfant parce que l'enfant en question, là, avec les sommes qu'il peut avoir, n'arrive tout simplement pas pour couvrir ses besoins fondamentaux. Mais vous comprenez que si un parent transfère le crédit, l'enfant transfère le crédit à son parent, bien, le parent, lui, a possiblement un taux d'impôt qui est beaucoup plus élevé et l'économie qu'il va recevoir va quand même pouvoir être substantielle. Et si les parents n'ont pas fait la demande de crédit d'impôt de personnes handicapées et qu'on recule en arrière, quand on complète le formulaire, c'est possible le ministère va appliquer sur les revenus de l'enfant, la personne handicapée, il va pouvoir l'appliquer directement sur les 10 dernières années, mais ça ne fera pas automatiquement le transfert pour le parent. Donc, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va encourager les parents à faire des déclarations amendées, tout simplement pour reculer, récupérer les sommes d'argent en question. Et c'est une façon assez facile de financer du REI, à même des sommes qui vont être revenues en retour d'impôt possiblement. Comment obtenir le crédit d'impôt de personnes handicapées? Le fameux formulaire T2201 qui est complété par un médecin. Il y a 5 catégories de limitations qu'il peut y avoir, que ce soit d'avoir des problèmes pour parler, pour voir, pour se nourrir soi-même, pour des problèmes au niveau intestinaux ou gastriques, des problèmes qui vont être au niveau des activités quotidiennes, la personne qui n'est pas capable par elle-même de se gérer ou de pouvoir faire toutes ces choses sans avoir un certain appui. Et là, n'allez pas croire que parce que l'enfant demeure tout seul
en appartement supervisé qui ne pourraient pas se qualifier. C'est toujours de dire jusqu'où le parent coordonne, encadre, accompagne l'enfant. Et donc, c'est cet élément-là qui est à venir préciser. Et il y a un accompagnement souvent qui est à faire avec le corps médical parce que le médecin va dire, bien, écoute, il est capable de faire ceci, cela, mais il faut arriver à porter l'attention vraiment à l'égard des limitations pour pouvoir comprendre ce qu'il y en est. Ça prend à peu près 8 semaines, c'est somme toute assez rapide. Et il faut comprendre que dans certains cas, le montant, pas le montant, mais le crédit va être, on va redemander une réévaluation. Alors, pensez simplement aux personnes qui ont un diagnostic d'autisme en bas âge. Le diagnostic va avoir été donné parce qu'ils n'auront pas nécessairement cerné que c'est peut-être un déficit d'attention, peut-être un problème d'anxiété, peut-être un problème à d'autres niveaux, et de sorte que bien souvent, le ministère va redemander de repasser tout le processus pour pouvoir l'avoir. Le crédit d'impôt de personnes handicapées va permettre que notre fiducie puisse se qualifier de fiducie admissible pour personnes handicapées. Et là, ça commence à être intéressant parce que la fiducie admissible pour personnes handicapées, c'est une des exceptions au niveau du taux d'impôt qui nous permet d'avoir le taux d'impôt progressif, donc comme les successions, et qui entre donc dans les exceptions. M. Castelli me disait tout à l'heure que ça rentre dans les exceptions également pour l'IMR, donc on n'a pas à s'inquiéter dans ce cas-là pour ce type de fiducie. Les conditions, bien, il faut être un particulier nommé. Alors, évidemment, il y a quelques années, on l'avait rappelé quand les règles sont entrées en vigueur en 2016, revérifier est-ce que les testaments font référence nommément à la personne qui est concernée. Alors, pour ce qui est des parents, c'est quelque chose qui va aller de soi. On nomme nos enfants, je lègue mes biens à mes 3 enfants, X, Y et Z. Les grands-parents qui vont mettre en place une structure pour les petits-enfants peuvent avoir décidé de nommer pour le legs est fait pour les petits-enfants, une fiducie pour mes petits-enfants ou une fiducie par petit-enfant. Si on n'a pas nommé l'enfant, on ne pourra pas se qualifier. Alors, ça mérite de revérifier les testaments parce que, force est d'admettre que je retrouve encore des vestiges là, de documents quand j'ai des gens qui viennent chez moi, même s'ils ont une structure de fiducie, ils n'ont pas fait cette modification-là. Le numéro d'assurance sociale, ce n'est pas vraiment problématique. Détenir son crédit d'impôt de personnes handicapées, alors sachez qu'on peut le perdre. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir des problématiques de santé qui puissent se réajuster. Pensez à quelqu'un qui a une dégénérescence maculaire et qui va avoir une greffe. Il va perdre son crédit. Alors, si on est dans une situation qui peut être apparentée à ça, bien, dans notre rédaction, il faut faire attention de ne pas mettre tous nos enjeux sur la qualification de fiducie admissible personnes handicapées. On ne peut avoir qu'une seule fiducie par année d'imposition. Et c'est un choix qui est fait à la fois par le bénéficiaire et le fiduciaire. Il y a un enjeu particulier qui est là. 85% des parents qui ont un enfant handicapé sont séparés. C'est un score qui est quand même assez élevé. Si j'ai 2 parents qui décident de faire une fiducie, chacun pour leur enfant, il y en a une seule qui va pouvoir se qualifier de fiducie admissible personne handicapée. Ce qui veut dire que la deuxième fiducie va être taxée au taux maximal, à moins qu'elle attribue les revenus à son bénéficiaire, mais avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Dans une situation comme celle-là, bien, c'est d'avoir une discussion avec les 2 parents et tenter d'amener les 2 parents à ce qu'on puisse mettre de côté leurs divergences et faire passer les intérêts de l'enfant en premier pour qu'on ait une seule fiducie qui naîtra au premier décès des 2 parents. Maintenant, le deuxième parent pourra venir faire un apport supplémentaire à la fiducie que l'autre parent a pu faire. Maintenant, ce qui est important, c'est tout ce qui est dans les règles, qui va être fiduciaire, comment on va l'administrer, l'affectation. On a vraiment un travail en commun qui est à faire avec les 2 parents pour s'assurer que nos 2 structures soient similaires et que s'il y a des changements qui sont faits de part et d'autre, bien, qu'ils s'en informent pour que ça puisse être fait. C'est étonnant de voir que j'ai quand même un score qui doit être à peu près de 8 à 9 sur 10 des parents qui viennent malgré tout et qui vont s'asseoir pour qu'on puisse le faire. Même que dans le cas où on a besoin d'avoir un fiduciaire indépendant, si je suis séparé de ma conjointe, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne mère puis qu'elle ne ferait pas une bonne fiduciaire indépendante, en mesure où elle ne serait pas une des bénéficiaires potentiels.
L'autre chose qui arrive, ben, c'est des grands-parents. Alors, des grands-parents qui vont prévoir léguer leurs biens à leur enfant, donc aux parents de l'enfant handicapé, et qui, comme dans la plupart des testaments, auront une clause de représentation. Donc, advenant le prédécès de mon fils, la part devant elle à mon fils ira à ses enfants suivant les règles de la représentation. Et là, le parent qui a fait une belle planification avec une structure de fiducie s'en trouve à voir le grand-parent qui lègue 500, 600, 700 000 dollars au petit enfant qui n'est pas en mesure de l'administrer avec toutes les problématiques que ça va créer. Ayez le réflexe de poser la question avec vos clients. Est-ce que vos parents, quel est leur patrimoine? Quel est le contexte familial? Est-ce que vous avez plusieurs frères et sœurs? Est-ce que les sommes en jeu risquent d'excéder ce qu'on pourrait avoir dans le REI? Parce que s'il lègue 100 000, je n'ai pas de problème, on va le prendre, on l'enverra dans le REI, puis le problème ne se posera pas. Mais si les sommes sont plus importantes, il y a peut-être quelque chose qui sera à faire, et auquel cas, plutôt que de prévoir la création de la fiducie au deuxième décès des parents, on créerait la fiducie au premier décès. Donc, si je sais que je suis appelé à recevoir de mon parent et que j'ai le malheur de décéder avant, je vais créer tout de suite ma fiducie pour que cette fiducie-là puisse être capable d'accueillir. Et dans le testament du grand-parent, on viendra tout simplement prévoir que les sommes qui auraient été léguées à l'enfant par représentation seront léguées au patrimoine fiduciaire qui aura été constitué par le parent prédécédé, tout simplement. L'autre chose qui est à faire attention, c'est une fiducie qui est testamentaire. Donc, on ne veut pas lui faire perdre son statut tout simplement parce qu'on viendrait faire un apport supplémentaire, un don qui serait fait par un membre de la famille. Donc, les fiduciaires doivent être aux aguets par rapport à cette situation-là. Fiducie de prestation à vie. Alors, bébête rare pour la plupart des notaires. On en entend parler, mais d'en faire la rédaction, c'est quelque chose qui est beaucoup moins habituel. Pourtant, c'est, somme toute, assez extraordinaire. Qu'est-ce qu'il en est d'une fiducie de prestation à vie? Bien, au fond, c'est de permettre de prendre les sommes que le parent ou le grand-parent pourrait avoir en régime de revenus différé et de faire un roulement qui serait dans une fiducie et pour lequel on va acheter une rente que l'enfant va être bénéficiaire de la rente. La fiducie sera la rentière, l'enfant va être le bénéficiaire. Les sommes d'argent, puis là je dis l'enfant, mais quand on regarde les articles de la loi, on parle d'un conjoint également, mais au fond, ce qui est à retenir, c'est que plutôt que prendre les REER ou les FER, puis les désenregistrer parce qu'il y a le décès du deuxième parent qui survient, on va prendre les REER, le liquidateur va acheter une rente. On va avoir les conditions, ça peut être une rente viagère, ça peut être une rente qui est garantie ou pas pour sa durée, ou on peut prendre une rente à durée déterminée. Mon expérience, c'est peut-être plus celle-là qu'on a vue. Et au fond, avec la rente en question, on va échelonner sur un nombre d'années, sur toute la vie de l'enfant, ou à peu près les montants qu'il aurait pu y avoir en REER, de sorte que les impôts qui seront, les montants qui seront imposables sur la rente en question le seront entre les mains de l'enfant et les sommes vont être entre les mains des fiduciaires qui, eux, seront les gestionnaires du montant en question. Ça fera en sorte qu'on va se retrouver avec un taux d'impôt beaucoup plus bas. Si j'ai 500 000 de REER, puis que je dois en donner 250 000 versus j'ai 500 000 de REER et j'achète une rente, mon enfant qui a 18 ans, donc échelonné sur une période de 70 ans ou tout près d'eux, vous comprenez que le montant qu'il va recevoir sera moindre et donc ça aura une conséquence fiscale inférieure pour lui. Le contribuable doit être l'unique personne qui va recevoir tout ou partie des revenus ou du capital de la fiducie ou autrement en avoir l'usage. Donc, quand on est dans un contexte qu'une fiducie va donner l'usage d'une résidence à son bénéficiaire, par exemple. Le texte qu'on retrouve là, des deux puces, je m'assure de voir à l'inclure directement dans ma structure de fiducie. Puis, chaque mot a son importance. Il faut être aussi vigilant qu'on peut l'être avec une fiducie exclusive au conjoint. Fiducie exclusive au conjoint, on ne veut absolument pas qu'une personne puisse avoir une possibilité de toucher des revenus autres que le conjoint. On va faire exactement la même chose dans ce cas-ci. Donc, il faut d'aucune façon qu'il puisse y avoir quelqu'un qui puisse en avoir. Ce qui nous amène
à voir que lorsqu'on a une fiducie admissible personne handicapée, on pourrait très bien avoir deux personnes qui soient bénéficiaires. L'un des deux va se qualifier, pas l'autre. Dans le cas d'une fiducie de prestation à vie, on ne se posera même pas la question. On n'aura qu'un seul bénéficiaire. Les fiduciaires auront la possibilité de verser ou non aux contribuables, donc à l'enfant ou au conjoint, là, les montants qui vont provenir de la rente. Mais lorsqu'ils vont prendre leur décision, ils vont devoir prendre en considération les besoins de l'enfant, notamment en ce qui concerne son bien-être et son entretien. Donc, là où je veux amener votre attention, oui, il pourrait décider de ne pas lui verser, simplement verser les montants imposables à l'enfant, retenir les sommes pour une période X pour lui remettre plus tard. Maintenant, c'est toujours la question de la discrétion. Jusqu'où nos fiduciaires, qui doivent agir dans le meilleur intérêt du bénéficiaire, quelle est la raisonnabilité de ne pas verser ou de verser? Et ce n'est pas qu'on limite la portée de la fiducie discrétionnaire, c'est juste qu'il faut rappeler qu'on a avantage à avoir des précisions sur qu'est-ce qui va être fait, quand est-ce que ça va être fait et quel type de bien-être, quel type d'entretien. Si on n'apporte pas de précision, bien, écoutez, l'enfant, on peut y payer une voiture, mais est-ce qu'on va y acheter une petite Bolt à 40 000 ou on va y acheter une Tesla S à 200? Théoriquement, on a les pouvoirs d'aller dans un sens comme dans l'autre, mais je m'en trouve, si je n'ai pas de précision sur ce qu'il en est, on peut se retrouver avec une problématique. Lorsque l'enfant décède, le montant en question va, à ce moment-là, il y aura un paiement forfaitaire du solde qui pourrait avoir de la rente et ce montant-là va être taxé entre les mains de l'enfant et non pas entre les mains de la fiducie. Donc, les sommes passent par la fiducie tant et aussi longtemps que l'enfant est vivant, mais au moment du décès de l'enfant ou du contribuable en question, le montant va lui être versé intégralement. Ça va être entre ses mains que ça sera imposable, ce qu'il peut y en avoir. La fiducie de prestation à vie, quand on en parle avec des spécialistes, d'une fois à l'autre, écoutez, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup de créés, il n'y en a pas beaucoup qui sont actives. On n'a pas beaucoup de documentation, d'interprétation sur comment le ministère va le faire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est vraiment dans un contexte où chaque mot a son importance et au niveau de la responsabilité, si on ne porte pas attention à ces éléments-là, bien, imaginez si du simple fait que j'ai oublié la fin de la phrase ou autrement en obtenir l'usage, qu'on se retrouve que finalement, le montant de 500 000 de REER se trouve à être imposable. Ça se peut que je reçoive une petite lettre d'avocat qui va venir me réclamer le fait que j'ai oublié la fin de ma phrase. Donc, il y a lieu vraiment de porter attention à ça et de faire revalider ce qu'il y en est avec quelqu'un qui va en faire une pratique active. Mais, somme toute, c'est un outil qui est fort intéressant à connaître et ajouter dans notre panier de possibilités qu'on va donner à nos personnes. Je suis à peu près dans le temps que je pouvais avoir. Il reste 2 petites minutes. Je ne sais pas si vous aviez des questions particulières ou des éléments de précision que vous souhaitiez avoir. Autrement, je vous ai laissé mes coordonnées. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions. Ça me fera plaisir de pouvoir y répondre. Merci. Donc, merci, Maître Fréchette. Très bonne présentation. Je pense qu'on a vraiment brossé le tableau là, des options qu'on avait, puis une approche très pratico-pratique de la situation.